Donc c'est moi qui vais présenter le président de l'Académie, Michel Legence, bien sûr, qui va terminer donc cette session en présentant la problématique des autogreffes intraorales d'origine Ramal. Il va nous expliquer tout ça. Intérêt des micro-scies chirurgicales. Ramal, déjà, c'est pour les autres spécialistes. Monsieur le Président, il n'y a plus de micro là. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc je vais présenter cette communication qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'estime complémentaire de celle du docteur Gérard Bader, qui nous parlait tout à l'heure de la distraction alvéolaire, qui est une méthode également pour réhabiliter les crêtes alvéolaires dans un but prothétique de réhabilitation. Donc je souhaitais vous parler des autogreffes osseuses intraorales d'origine Ramal, c'est-à-dire de la partie postérieure de la branche horizontale et du début de la branche montante de la mandibule. Et dans ce cadre-là, de l'intérêt des micro-scies chirurgicales. Comme ça, je crois. Voilà. Donc l'indication des autogreffes osseuses intraorales comprend la reconstruction, bien sûr, des pertes de substances osseuses limitées. Alors c'est extrêmement fréquent en chirurgie orale, notamment de la chirurgie dento-alvéolaire. Quand vous enlevez une dent ou que vous enlevez une lésion périapicale, vous avez une perte de substance, forcément. Donc vous avez une lyse de l'os alvéolaire qui va entraîner des complications, une dépression de la muqueuse en cicatrisation, et qui va compliquer, si vous voulez, la réhabilitation ensuite prothétique de cette zone qui a perdu cette perte de substance. Donc le but des autogreffes, c'est de faire une augmentation de ce volume osseux, tant d'un niveau vertical d'un niveau transversal. Donc indication en chirurgie pré-prothétique conventionnelle, qu'elle soit fixe ou amovible, et bien entendu en chirurgie pré-implantaire. Alors quels sont les intérêts de l'os autogène? L'os autogène, par définition, il est compatible, puisqu'il vient du patient lui-même. Donc pas de risque de contamination, une très bonne intégration et bien entendu un coût zéro. D'autre part, au niveau de l'os mandibulaire, c'est un os de membrane qui est extrêmement favorable à la greffe, qui est d'extrêmement bonne qualité et qui est donc une bonne indication pour les autogreffes. Donc la quasi-totalité des autogreffes intraorales se font d'après un prélèvement mandibulaire. Ensuite, l'accessibilité des sites. Alors vous avez deux sites principaux qui sont la région mentonnière entre les deux orifices mentonniers et la partie postérieure de la branche horizontale de la mandibule et le début de la branche montante. Cette intervention ne nécessite qu'une seule équipe opératoire et qu'une zone opératoire. Donc l'anesthésie locale est possible, le plateau technique est réduit, donc d'un point de vue économie de la santé, c'est extrêmement intéressant. Les risques par un praticien expérimenté sont extrêmement limités, en tenant compte bien entendu des obstacles anatomiques, comme le nerf alvéolaire inférieur, le nerf buccal et le nerf mentonnier. Il est démontré dans toutes les études que les suites opératoires sont statistiquement moins importantes dans les prélèvements au niveau du ramus que dans celles situées au niveau intermentonnier. Toutes les études le démontrent. D'autre part, l'acceptabilité de ces autogreffes est excellente par les patients, étant donné qu'il n'y a pas d'hospitalisation, que ça peut se faire sous anesthésie locale, et qu'il n'y a pas de deuxième site opératoire comme il peut y en avoir. Ça passe plus. Il faut appuyer sur le page. Voilà. Donc, alors il y a quelques inconvénients tout de même au niveau de ces prélèvements intraoraux, c'est que le volume, par définition, disponible est limité. On ne peut pas faire de prélèvements très importants visant, par exemple, à réhabiliter les pertes de substances des basales. D'autre part, l'os est majoritairement cortical au niveau de la mandibule, donc si on cherche à combler un orifice, il faudra faire un broyage de cet os grâce à des moulins à os. Les risques anatomiques, je viens d'en parler, ils sont extrêmement limités, donc au nerf mentonnier et au nerf alvéolaire inférieur. Tout ceci s'anticipe extrêmement bien grâce au scanner, donc à l'imagerie
tridimensionnelle. Donc les indications de ces autogreffes, ce sont les pertes de substances alvéolaires d'origine dentaire, péridentaire, l'augmentation du volume osseux pré-prothétique et pré-implantaire dans les sens transversaux et verticaux, le comblement des défauts osseux dans les concavités et les lacunes alvéolaires. Alors les élévations sinusiennes pré-implantaires que le docteur Faulcon a évoquées tout à l'heure se font actuellement majoritairement par en fait des allogreffes, c'est-à-dire des greffes d'origine animale. On a démontré que l'efficacité et la résorption étaient bien moindres qu'avec de l'os, des greffes humaines. Et enfin, la chirurgie parodontale, qui est la chirurgie en fait de l'os alvéolaire péri-radiculaire. Alors bien sûr, on a utilisé des sites de prélèvement extra-oraux aussi pour ce type de perte de substances. Il faut dire que grâce donc à ces techniques et grâce aussi aux matériaux, aux biomatériaux, ces prélèvements ont été largement diminués, voire abandonnés. Il s'agissait effectivement de l'os iliaque, donc qui comprend de l'os cortical et de l'os spongieux, de l'os pariétal, la calvaria, et enfin la fibula, telle que c'était évoqué tout à l'heure, lors de grosses reconstructions des pertes osseuses, des basales, des maxillaires. Alors l'avantage de ces prélèvements extra-oraux, c'est qu'évidemment le volume osseux est bien plus conséquent. On a beaucoup moins de limites au niveau du volume osseux et aussi au niveau de la quantité de l'os spongieux, notamment lors du prélèvement iliaque. Donc voici le prélèvement iliaque classique qui était prélevé sur la crête postéro-externe de l'os iliaque, donc avec ici de l'os cortical et aussi vous avez au niveau central beaucoup de spongieux. Donc on comprimait cet os spongieux au niveau d'une seringue afin de faire une sorte de compactation et de remplir les pertes osseuses intraorales. Alors bien sûr, ces prélèvements ont de gros inconvénients. Une anesthésie générale obligatoire, une équipe chirurgicale double, plus lourde, les risques opératoires et les suites, bien entendu, notamment au niveau iliaque, c'était les algies, les claudications. D'autre part, il y a un problème de qualité de l'os. L'os iliaque, en fait, il est beaucoup moins dense que l'os mandibulaire au niveau des corticales. Ensuite, il y a au niveau le coût du plateau technique beaucoup plus élevé. Et enfin, la motivation du patient. Vous vous rendez bien compte que pour remplacer une dent qui manque, aller convaincre le patient de faire une greffe extra-orale, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La question ne se pose pas, effectivement, pour les grosses reconstructions post-opératoires lors de la chirurgie carcinologique. Donc, les sites de prélèvement intra-oraux. Donc, essentiellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mandibule. La mandibule parce que l'os est dense, une ossification endoconjonctive avec une corticale épaisse. Donc les deux sites principaux utilisés sont la symphyse mentonnière, la broche horizontale latérale postérieure et le ramus mandibulaire. Voilà, donc la zone donc, entre les orifices mentonniers, donc vous avez le nerf mandibulaire qui passe dans l'épaisseur de la branche horizontale et qui vient ressortir en faisant un coude au niveau de l'orifice mentonnier que vous avez ici, qui se distribue ensuite à la lèvre inférieure, aux dents antérieures et au vestibule antérieur. Donc le prélèvement mentonnier devra tenir compte de ce positionnement du nerf en prenant une marge suffisante en antérieur compte tenu du récessus possible de ce nerf. Donc il se situe ici en antérieur. Le prélèvement mandibulaire ramal et horizontal se situe donc en arrière des dernières molaires et latéralement. Donc on a le choix, on peut monter même assez haut sur la branche montante de la mandibule. Donc l'avantage pour moi du prélèvement ramal, c'est le volume osseux plus important qu'au niveau symphysaire. Et on a montré dans toutes les études que les suites opératoires étaient plus simples. En fait, il s'agit d'une incision comme pour les dents de sagesse, l'avulsion des dents de sagesse mandibulaires, avec des suites simples et une cicatrisation en général tout à fait correcte. Il n'y a ensuite pas l'inconvénient possible de l'altération du profil mentonnier qui peut y avoir lors des gros prélèvements symphysaires mentonniers. Et ensuite, absence de risque évidemment pour le pédicule mentonnier. Alors, inconvénient
Évidemment, c'est dans la zone postérieure, donc une accessibilité et une visibilité plus limitée de la zone opératoire. Les risques du nerf alvéolaire inférieur sont pris en compte lors de l'imagerie tridimensionnelle. Et quant au risque pour les branches du nerf buccal, l'incision quand même antéro-mandibulaire est relativement limitée. Et donc les suites, si vous voulez, sensitives au niveau de ce nerf buccal sont extrêmement faibles. Quant au risque de fracture de l'angle, il faut vraiment avoir des prélèvements extrêmement importants pour qu'ils puissent être pris en compte. Ils sont extrêmement rares. Alors l'instrumentation, c'est un peu l'objet principal de la communication. Historiquement et classiquement, en chirurgie orale et stomatologie, c'est les fraises chirurgicales sur pièce à main chirurgicale qui sont utilisées, avec une irrigation bien entendu au sérum stérile. L'inconvénient, c'est que les fraises sont souvent d'un diamètre relativement important, donc ça engendre une perte osseuse qui est significative, avec un traumatisme et des suites assez importantes au niveau des suites opératoires. Les scies oscillantes, on vous les a présentées tout à l'heure, ce sont des scies qui ont un mouvement de va-et-vient, mais qui, au niveau de la pièce à main, présentent un volume assez important, un encombrement, et qui ne permettent pas toujours d'accéder correctement au site opératoire. Alors, je vais vous parler des micro-scies rotatifs, qui sont une alternative effectivement à la piezo-chirurgie de tout à l'heure, qui sont des instruments avec des microdisques diamantés et qui sont carénés, c'est-à-dire qu'ils ont une protection des tissus mous qui évite toute lésion de ces tissus, présentent un carénage et donc une aisance opératoire significative. Donc voici ces deux principaux instruments. Il s'agit donc d'une pièce à main, donc vous voyez le corps de la pièce à main, avec ici ce disque diamanté qui est caréné, et donc qui permet la protection, vous voyez la finesse du disque, et vous avez la même instrumentation avec une double irrigation sur le contre-angle. Voilà, de façon un peu plus précise. Donc vous voyez que la finesse de la coupe, qui est... Bon, je sais pas comment on revient. Ouais. Donc la finesse de la coupe, qui est quand même un des garants des suites opératoires simples, est tout à fait remarquable. Donc voici donc le contre-angle, la pièce à main, et donc la trouche chirurgicale qui comporte aussi des petits ostéotomes qui vont permettre de finaliser la section du prélèvement osseux. Voici ces petits ostéotomes verticaux qui sont montés donc sur la pièce à main. Donc le prélèvement en ramal mandibulaire est constitué par deux incisions verticales, une incision postérieure et une incision antérieure qui s'effectue grâce à la pièce à main sur laquelle est monté ce disque diamanté. Donc évidemment, une incision a eu lieu au niveau de la muqueuse de type incision avulsion des dents de sagesse mandibulaire. Donc voici cette incision verticale. Et vous voyez qu'il y a le carénage comporte une butée qui permet de ne pas perforer trop profondément la corticale osseuse. Donc il y a une butée de sécurité. Et alors vous avez une incision basse du greffon qui est faite grâce donc au contre-angle sur lequel est monté un autre disque diamanté avec un carénage de protection. Donc voici cette incision basse qui est donc pratiquée, incision horizontale, protégée par cet écarteur. Donc là vous avez la muqueuse jugale et le lambeau vestibulaire. Et enfin, la dernière incision horizontale supérieure est pratiquée par des micro-perforations réalisées grâce à de fines fraises chirurgicales qui sont reliées ensuite entre elles par un ostéotome. Donc vous avez ici présenté et découpé votre greffon osseux postérieur. Vous voyez, là il est clivé grâce à un clivage doux réalisé à l'ostéotome. Voilà, donc en conclusion, cette technique par micro-scie est une technique accessible. Ces prélèvements intraoraux sont tout à fait satisfaisants pour les petites greffes intraorales, avec une instrumentation adaptée qui est quand même nécessaire. Donc effectivement, la piezo-chirurgie est une alternative. Chacun a ses habitudes. Je vous ai parlé de l'inconvénient du coût, l'inconvénient de l'épaisseur, à mon avis, plus importante des instruments de piezo. Et à l'origine, effectivement, ce sont des instruments qui étaient extrêmement lents.
alors que la micro-scie, vous avez bien compris que c'est extrêmement rapide au niveau intervention. Et nous avons bien entendu des risques limités et des suites opératoires qui sont extrêmement simples. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je suis à votre disposition pour les questions. Monsieur le Président, nous avons entendu le coût des instruments piézo. Concernant quel est actuellement le coût des instrumentations? Alors, il y a un double coût. Il y a le coût de base du générateur, hein, oui, qui est un coût fixe, mais c'est un coût Il faut acheter le système. Qui coûte environ 40 000 euros, entre 20 et 40 000 euros. Et chaque instrument de scission est également coûteux. C'est un instrument en métal précieux qui s'use extrêmement vite et qu'il faut renouveler. Donc, voilà. Et pour les petites scies oscillantes, les scies oscillantes, c'est beaucoup moindre, qui est de l'ordre de 5 000 euros. D'accord. Autre question Oui, nous avons eu, il y a quelques semaines, une communication sur le nerf mentonnier, avec une dissection extrêmement précise, nous montrant les grandes diversités qu'il existe dans l'anatomie du nerf mentonnier. Alors, par rapport justement au problème médico-légal dans lequel vous exercez également, y a-t-il des complications possibles au niveau du nerf mentonnier, notamment bien sûr, si vous voulez des incisions osseuses qui vont interférer avec la boucle antérieure de ce nerf mentonnier, vous pouvez avoir une lésion, une section qui va entraîner une hypoesthésie, voire une anesthésie de la lèvre inférieure. On a 3 branches du nerf mentonnier, hein, avec des variantes, comme dans toute l'anatomie. Hein. Une branche labiale, une branche vestibulaire pour la muqueuse antérieure vestibulaire, et une branche dentaire pour les dents antérieures. Donc si vous coupez le nerf mentonnier à son origine, c'est-à-dire dans l'orifice mentonnier, vous allez couper ces 3 branches. Mais est-ce que cette chirurgie expose plus particulièrement, enfin c'est une question technique, hein, est-ce que en opérant de cette façon-là, est-ce qu'on est proche des nerfs mentonniers ou on est à distance? Oui. C'est pour ça qu'il faut prendre une distance suffisante grâce à l'imagerie, une précaution de distance au moins 5 mm en avant de la boucle de chaque nerf, de chaque côté en fait. Voilà. Et bien entendu, il faut une information et un consentement du patient. Un secrétaire perpétuel qui veut poser une question. Interrogez mon président. Qu'est-ce qui te fait choisir? Parce qu'en fait, donc, tu nous as montré un cas clinique avec un prélèvement sur la branche horizontale. Le prélèvement, il peut être plus loin en ramique sur la branche montante. Qu'est-ce qui te fait choisir, en dehors des conditions anatomiques? C'est le volume osseux dont tu dois disposer pour l'acte... tu veux dire entre le prélèvement sur la... Voilà. Ce sont les suites opératoires. Ce sont les suites opératoires qui sont déterminantes. Toutes les études montrent que les suites sont beaucoup moindres au niveau ramique qu'au niveau mentonnier. Mentonnier, d'accord. Donc c'est essentiellement un problème de suite. Ok, merci. Oui. A-t-on essayé de faire des prélèvements extra-oraux à la très fine, par exemple au niveau de la crête iliaque postérieure? C'est ce qu'on fait régulièrement pour enlever un ostéomostéroïde. On obtient des carottes osseuses en nombre quasiment illimité, sous anesthésie locale et sans aucune difficulté. Écoutez, j'en ai pas l'expérience, c'est sûrement une technique, mais ça nécessite également une hospitalisation. Non, pas du tout. Ça se fait sous local. En tout cas, si vous voulez, c'est pas de la compétence de l'odontologiste. Non, mais c'est ça, on change. C'est le problème de la transversalité de nos spécialités. Oui, c'est ça. C'est une bonne question. Ça. On s'aperçoit qu'à l'étage du dessus ou à la porte d'à côté, quelqu'un utilise une technique qu'on n'utilise pas dans sa méthode, simplement parce qu'on ne la connaît pas, parce que c'est pas notre boulot habituel. Mais et pour tout vous dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, la qualité de l'os iliaque n'est pas extrêmement fiable et extrêmement démontrée pour les greffes intraorales. Il y a une résorption extrêmement importante de tous ces greffons d'origine iliaque. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été abandonné, et à l'origine abandonné pour les prélèvements crâniens, de l'os pariétal notamment. Mais là vous comprenez qu'il y a également des inconvénients possibles et des suites opératoires qui peuvent être autres, au niveau de la calvaria. C'est sûr que les greffons iliaques traditionnels, les greffons tricorticaux, étaient très, très pathogènes, parce qu'on enlevait un bout d'os carrément. Là, si on n'a rien, on fait des petits trous. J'entends bien, mais ce serait essentiellement de l'os
spongieux que vous retirez, avec la corticale, mais beaucoup de spongieux à l'intérieur. Spongieux à l'intérieur. Et le spongieux n'a pas de très bonne qualité ostéogénique dans la cavité orale. Hein. Oui, et puis je pense qu'il y a un point important, comme tu l'as rappelé, c'est que dans les sinus lifts, qui sont quand même des techniques maintenant très utilisées, parce que ça permet dans un secteur, le secteur sous-sinusien, où après des extractions, des infections, on se retrouve avec un volume osseux très réduit. On a quand même les allogreffes qui peuvent être positionnés une fois qu'on a fait le sinus lift et qui donnent de bons résultats aussi. Donc, les xénogreffes. Alors oui, et également les allogreffes. Alors les allogreffes, ça pose un problème aussi, si vous voulez, de consentement, et c'est assez lourd au niveau du protocole. Donc les xénogreffes marchent très bien, et actuellement ils sont reconnus comme étant les meilleures techniques pour ce type d'intervention, d'augmentation du plancher sinusien, j'entends bien. Eh bien voilà, donc on a terminé cette magnifique session de chirurgie dentaire. C'est donc la troisième du genre. La suite est attendue avec plaisir. On aura d'autres occasions. Et donc on vous convie forcément, très fortement, au RICF 2022 sur les grands traumatismes liés aux catastrophes naturelles ou bien à la guerre. Et on aura besoin de vos expertises, absolument. Merci.